Oui, encore aujourd'hui, du haut de mes 35 balais et après des centaines de visionnages, cette séquence me fait toujours autant rire. Et je vais notamment vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui on plonge dans un film qui me tient particulièrement à cœur, Le Cinquième Élément. Sorti en 1997, ce long métrage signé Luc Besson n'est pas un simple film de science-fiction, c'est une œuvre qui a marqué toute une génération, et qui, à 8 ans, a littéralement façonné ma vision du cinéma. Avant de commencer, si vous aimez ce genre d'analyse, je vous invite à aller jeter un œil à ma précédente vidéo, cultissime, sur Gladiator. Le premier, pas la suite. On y explore pourquoi ce film est devenu une œuvre incontournable de la pop culture, et en quoi il a influencé tout un pan du cinéma. Mais, pour l'instant, restons dans le futur déjanté de Luc Besson. Et petite parenthèse rapide pour vous régaler, ce week-end, au TGS, j'ai revu un ami et artiste très talentueux, Fokira, qui a réalisé un dessin très sympa sur le thème du film pour Linktober. Et on vous propose de le gagner. Pour participer, c'est simple, laissez un commentaire, que ce soit un mot, un emoji ou même votre avis sur le film. Tout est possible. L'un des commentaires sera tiré au sort et le gagnant recevra son cadeau avant Noël. Donc, à vos claviers et bonne chance. Alors, pourquoi ce film est-il culte pour moi et pour tant d'autres? Déjà, posons-nous la question, c'est quoi un film culte? Ce n'est pas forcément un chef-d'œuvre unanime ou un carton au box-office. Un film devient culte quand il traverse les années, s'installe dans les mémoires collectives et qu'on continue à partager ses moments forts. Et honnêtement, qui n'a jamais balancé un Lilou Dallas Multipass ou un Super Green entre potes? Ou encore un Aziz Lumière! Mais pour moi, Le Cinquième Élément n'est pas juste un plaisir coupable, c'est le film qui m'a donné envie de comprendre comment une fraise cinématographique est fabriquée, comment on fabrique un film. Avec son mélange d'ambition hollywoodienne et d'humour décalé à la française, il m'a poussé à m'intéresser à tout ce qui fait le cinéma. Les effets spéciaux, la mise en scène, les décors et les costumes, mais surtout à l'émotion qu'un film peut transmettre, même un film d'action. Luc Besson, déjà connu pour Léon et Nikita, a ici repoussé les limites du cinéma français. Et petite anecdote perso, Nikita est le film préféré de ma mère, autant vous dire que je l'ai vu un nombre incalculable de fois quand j'étais gosse, ce qui m'a probablement prédestiné à être fan du travail de Besson. Et petit disclaimer, cette vidéo reflète avant tout mon avis, mon ressenti. Je ne prétends pas détenir une vérité absolue, mais justement j'aimerais connaître le vôtre. Est-ce que ce film vous a marqué autant que moi? Pensez-vous qu'il mérite son statut culte? Dites-moi tout en commentaire. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qui rend Le Cinquième Élément unique, on parlera de son impact, ses thématiques, on explorera les choix parfois polémiques de Luc Besson, le jeu d'acteur, avec par exemple Chris Tucker qui divise toujours autant, et cet équilibre improbable entre le ridicule et l'épique. Et puisque c'est un sujet délicat, je préfère prévenir, je ne m'attarderai pas ici sur les polémiques qui entourent Luc Besson ces dernières années. Déjà car ce n'est jamais simple de voir un artiste qu'on admire ou qu'on apprécie s'effondrer pour des raisons personnelles, et parfois un peu limites, et ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Certes, il y a des questions qui pourraient être intéressantes à soulever autour de Maïwenn, la diva dans le film qui était l'ex-compagne de Luc Besson, remplacée pendant le film par Milla Jovovich, une symbolique assez trash dans le fond. Il tue son ex dans une séquence qui porte au nu sa nouvelle meuf. Tout comme cette phrase dans le making-of qui, remise dans le contexte d'aujourd'hui, pourrait sembler un peu douteuse. Bon, évidemment je n'ai pas retrouvé l'extrait, mais en gros il dit tout fier de lui qu'il a demandé à Milla si elle était prête à tout donner pour son film. Mais aujourd'hui je veux me concentrer sur le film lui-même et son héritage cinématographique. Alors préparez votre multipass, attachez vos ceintures et plongeons ensemble dans l'univers extravagant, coloré et inoubliable du Cinquième Élément. Luc Besson a conçu Le Cinquième Élément comme une véritable lettre d'amour à la science-fiction et aux bandes dessinées qui l'ont marqué dès son adolescence. Tout commence lorsque Luc, à l'âge de 16 ans, commence à rêver d'un film de science-fiction qui n'aurait rien à envier aux grandes productions américaines dont il raffole. Nourri par ses lectures de bandes dessinées, comme celle de Jean-Claude Mézières, Valérian et Laureline, ou Mobius de Métal Hurlant, et il imagine alors une histoire futuriste où un homme gagne un billet pour des vacances de rêve, avant de se retrouver entraîné dans une aventure où il doit sauver le monde. Une idée assez simple et décalée qui aurait pu ressembler à un Die Hard de l'espace. Mais au fil des années, le projet grandit, mûrit et s'éloigne de cette première idée légère pour devenir une véritable épopée cinématographique. Besson rêve d'un film qui marquerait les esprits, un mélange audacieux de science-fiction, d'art et de narration excentrique, tout en portant une idée résolument française. Mais convaincre Gaumont, avec qui il était à l'époque en partenariat, de financer un film aussi excentrique n'a pas été une mince affaire. Avec un budget colossal de 90 millions de dollars, un record pour un film français à l'époque, Le Cinquième Élément nécessitait de rassurer les investisseurs. Besson mise alors sur un subtil équilibre entre créativité débridée et stratégie commerciale. Il intègre des influences universelles, science-fiction, action et comédie, tout en affirmant une identité européenne forte grâce au talent de ses équipes de production design, s'inspirant grandement des travaux de Jean-Claude Mézières et de Mobius pour les décors, ainsi que Jean-Paul Gaultier pour la création des costumes.
Le cinquième élément s'impose alors comme une œuvre d'exception dans le paysage cinématographique français de l'époque. Ce budget faramineux, inédit pour les productions hexagonales, permet à Luc Besson de rivaliser avec les plus grands blockbusters hollywoodiens, tout en insufflant une identité française distincte, avec par exemple l'histoire du permis à points, un truc bien de chez nous. Il vous reste un point sur votre permis, d'accord? Le film trouve son équilibre entre la grandiloquence américaine et une audace artistique proprement française. Ce mariage est également incarné par un casting international mené par Bruce Willis et Gary Oldman, et par un tournage en anglais conçu pour séduire un public global. Pourtant, l'essence française du projet se retrouve dans son humour décalé, ses excentricités visuelles et l'influence de figures qui ont marqué la jeunesse du réalisateur, dont les visions avant-gardistes façonnent le décor et l'atmosphère du film. Ce projet titanesque n'était cependant pas exempt de défis. À une époque où les technologies numériques étaient encore balbutiantes, le cinquième élément jongle brillamment entre effets pratiques et CGI. Si certains effets numériques comme les taxis volants de New York ou les batailles spatiales peuvent sembler datés aujourd'hui, le film reste toutefois globalement intemporel grâce à l'attention portée aux décors physiques et aux accessoires. Ces environnements tangibles, comme l'appartement de Corbin Dallas, le vaisseau de croisière de Flushton Paradise ou encore la salle de concert où chante la diva Plava Laguna, tous débordent de détails minutieux qui donnent vie à cet univers futuriste. Et en adoptant un rythme effréné et des codes narratifs hérités du cinéma d'action américain, Besson parvient à rendre son œuvre accessible au grand public. Le ton léger et les répliques savoureuses des personnages apportent un contrepoids parfait à la richesse visuelle de l'univers. Faut que ce soit green, ok? Ok? Je peux te parler une seconde? Il faut que je te parle. Je suis pas venu pour danser la rumba à la radio. Alors demain, pour ton 5 à 7, tu t'exciteras sans moi. Green? J'ai plus green. Mais au-delà de sa capacité à divertir, le cinquième élément reste une célébration de la créativité et de la vie, portée par une palette de couleurs vibrantes et une esthétique à la fois excentrique et séduisante. Cet équilibre entre spectacle et inventivité a marqué durablement l'histoire du cinéma, et pas seulement grâce au cinquième élément, je précise. L'usage des effets pratiques, combiné à une direction artistique audacieuse, a ouvert la voie à des œuvres comme Mad Max Fury Road, tandis que son esthétique rétro-futuriste continue d'inspirer des créateurs dans des domaines variés, de la mode à la science-fiction contemporaine. Ainsi, le cinquième élément reste un exemple intemporel de cinéma visionnaire, fruit d'une ambition sans compromis. Ce mélange osé de styles visuels et narratifs, grâce à une esthétique unique, témoigne de l'ambition de Besson. Prouver qu'un film européen pouvait rivaliser avec les géants hollywoodiens, tout en conservant son originalité. Au final, ce mélange d'ambition personnelle, d'influence artistique et de prise de risque a donné naissance à une œuvre qui continue, encore aujourd'hui, de marquer la pop culture. Le cinquième élément brille particulièrement grâce à la richesse de son univers visuel et sonore, une composante qui a joué un rôle central dans son impact durable. Luc Besson ne s'est pas contenté de créer un futur crédible, il a imaginé un monde vibrant, excentrique et profondément immersif, où chaque détail visuel ou sonore contribue à raconter une histoire unique. La musique signée Eric Serra est une pierre angulaire du film. La bande originale mêle des influences électroniques, orchestrales et ethniques, offrant une texture sonore unique qui renforce le caractère hybride et éclectique de l'univers. Parmi les moments marquants, la scène de l'opéra, Diva Dance, reste gravée dans l'histoire du cinéma. La performance de la diva Plava Laguna est un moment emblématique mêlant prouesse vocale et innovation technologique. Ce mélange entre opéra classique et musique électronique reflète l'essence du film, une fusion harmonieuse entre tradition et modernité. Ce moment culte, visuellement et musicalement, illustre parfaitement la capacité du film à repousser les limites de son époque. Ce passage combine une performance vocale techniquement folle et un montage parallèle où Lilou défonce des gars dans un ballet de combat saisissant, à la chorégraphie, elle aussi devenue culte dans les cours de récré. Ce contraste entre le raffinement de l'opéra et la violence du combat illustre parfaitement l'audace créative du film et sa capacité à transcender les genres. Et j'en arrive donc aux costumes de Jean-Paul Gaultier, qui en sont aussi un exemple éclatant. Ces créations audacieuses et avant-gardistes s'harmonisent parfaitement avec les décors futuristes et l'énergie chaotique du film. Les couleurs vives et saturées, omniprésentes dans les costumes et les décors, rompent avec le stéréotype d'une science-fiction souvent sombre et métallique, offrant une vision plus joyeuse et énergique de l'avenir. La mégalopole verticale de New York, avec ses taxis volants futuristes inspirés des modèles jeunes classique, illustre cette fusion entre familiarité et étrangeté, tandis que les intérieurs du Flushton Paradise débordent de luxe exubérant et de détails soigneusement pensés, rendant chaque lieu immédiatement mémorable. Et les costumes créés par le styliste français viennent compléter cette vision unique, avec des créations qui oscillent entre extravagance et fonctionnalité. Ils participent ainsi à l'identité visuelle indélébile du film. La combinaison bandage de Lilou ou les uniformes futuristes des hôtesses de l'air symbolisent une esthétique audacieuse qui a influencé à la fois le cinéma et la mode par la suite.
Ces choix renforcent également la tonalité légère et pop du film, une tonalité qui tranche avec les univers sombres et dystopiques habituellement associés à la science-fiction, comme celui par exemple de Blade Runner. Gauthier a ainsi conçu plus de 1000 costumes pour les personnages principaux et les figurants, dont les tenues exubérantes de Ruby Rhod et l'emblématique combinaison de Lilou. Une entreprise monumentale qui représentait l'équivalent d'à peu près 10 collections de mode pour ce seul projet. Ces choix reflétaient un hommage assumé à la bande dessinée et à l'identité artistique française. Le design le plus emblématique reste sans doute celui de la combinaison de bandage portée par Lilou. Inspirée par les vêtements médicaux, elle est devenue une référence dans l'univers de la science-fiction et de la mode, influençant des créateurs comme Alexander McQueen, Oui Messieurs Dames, et les autres, ainsi que des marques contemporaines. Gauthier a également transposé son esthétique transgressive à d'autres personnages, comme Ruby Rhod dont les costumes disco extravagants brisent même les normes de genre, ou encore les uniformes futuristes des marins, du Flushton, et même les employés de McDonald's. Ces créations rétro-futuristes et modulaires, inspirées des années 60, avec Courrèges par exemple, continuent de marquer la pop culture encore aujourd'hui. De plus, l'impact de Gauthier sur le film ne se limite pas à l'esthétique, ses costumes amplifient aussi la narration, incarnant visuellement la dualité de l'univers, un mélange de kitsch et de sophistication, de chaos et de précision, une opposition entre les petits et les puissants qui passent par de simples costumes, qualifiés souvent de kitsch. Ce travail a consolidé l'idée que les costumes peuvent être autant des éléments narratifs que des accessoires visuels, un concept très présent dans le cinéma, je ne vous l'apprends pas. De plus, pour faire de ce rêve une réalité, Besson s'entoure d'un casting prestigieux. Bruce Willis, star incontournable des années 90 et ami de longue date du réalisateur, accepte rapidement de rejoindre l'aventure avec enthousiasme. Willis, déjà iconique grâce à Die Hard notamment, apporte au personnage de Corbin Dallas son charisme de héros désabusé mais attachant. De son côté, Gary Oldman, avec qui Besson avait déjà collaboré sur Léon, incarne le méchant extravagant Zorg. Mon préféré. Et leur collaboration était presque naturelle, puisqu'Oldman doit à Besson la production de son premier film en tant que réalisateur. Une preuve de confiance qui renforce leur amitié et leur envie de retravailler ensemble. Et les personnages du 5e élément sont sans doute l'un des aspects les plus mémorables et durables du film, mêlant performances inoubliables, choix artistiques audacieux et thématiques novatrices. Et on a même droit à Mathieu Kassovitz et Mia Fry en guest. Chaque personnage est conçu pour refléter et enrichir l'univers excentrique de Luc Besson, tout en abordant des thèmes contemporains comme le féminisme, la diversité et les normes sociales. Corbin Dallas, joué par Bruce Willis, représente un archétype du héros hollywoodien. Un gars solitaire, ultra badass, désabusé mais profondément humain, qui finit par embrasser une mission bien plus grande que lui-même. Cependant, certaines critiques lui reprochent un manque de nuances et un côté trop fade comparé à l'exubérance des autres personnages, et même en comparaison de son propre John McClane. Sa nature badass pourrait sembler stéréotypée, mais c'est justement ce contraste qui fonctionne aussi bien dans un univers chaotique. Willis apporte son charisme et sa crédibilité, il est l'encre de l'histoire, un point de repère pour le spectateur face à la démesure visuelle et narrative. Sa relation avec Lilou, à la fois comique et touchante, humanise le film, ajoutant une profondeur émotionnelle à ce spectacle explosif. T'es marrant, toi, je peux pas t'aider. Mais, car il y a forcément un mais, c'est tout de même malheureux de ne pas avoir eu droit en VF à la voix de Patrick Poivet, la voix officielle de Bruce Willis. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Qui nous a tragiquement quittés en 2020, et depuis, personnellement, je n'arrive plus à regarder un film avec Bruce Willis en VF. Bref, ensuite, il y a bien sûr le grand Gary Oldman. Jean-Baptiste. Emmanuel. Jean. Ah, je me souviens très bien de vous. Qui offre une performance mémorable en méchant grotesque et exagéré. Ses tics, sa voix nasillarde et son look futuriste en font un antagoniste inoubliable. Oldman a même confié avoir accepté ce rôle, surtout par amitié pour Luc Besson. Clairement, il n'était pas très fan du rôle, mais sa prestation transcende le matériel initial, offrant un méchant à la fois ridicule et menaçant, parfaitement en phase avec le ton décalé du film. 4 pierres, 4 containers, 0 pierre, 0 container. Et un méchant devenu culte aujourd'hui. Par exemple, dans mon cas, quand il est arrivé dans Harry Potter et que je n'avais pas encore une très grande culture cinématographique, pour moi, c'était juste le gars du 5e élément. En bref, des personnages au service d'un message, celui du film, avec notamment la seule, l'unique Milla Jovovich, devenue depuis une icône de la SF. Son personnage de Lilou est devenu une référence absolue dans la pop culture. À travers elle, Besson explore le concept de la femme parfaite, Qu'est-ce que je vous disais? Parfait. avec certes une vision très sexualisée, sans être pourtant réductrice, mais aussi comme un être doté d'une humanité complexe et multidimensionnelle, car ce film, au-delà de l'action, fait clairement la part belle aux émotions. Je suis désolé. Auto-wash, oui, automatique.
Sa force, sa vulnérabilité et son innocence coexistent, créant un personnage à la fois étrange et profondément attachant. Et Jovovich s'est totalement investi dans le rôle, apprenant une langue fictive, le divinien, pour incarner son personnage avec authenticité. Son look, caractérisé notamment par ses cheveux orange vif et ses costumes minimalistes, mais iconiques, est devenu une signature visuelle du film. Mila est parvenue à incarner ce mélange de puissance et de fragilité, avec une intensité qui a marqué toute une génération, contribuant à façonner son image de femme parfaite dans l'imaginaire collectif. Par la suite, Jovovich a confirmé ce statut d'icône grâce à des rôles similaires dans des franchises comme Resident Evil, où elle a continué à incarner des héroïnes fortes et atypiques. Et là encore, je suis brain par le 5e élément, car j'ai beau savoir depuis le début que ces films sont mauvais, je ne peux pas m'empêcher de les regarder. Et ça, c'est 100% à cause de Mila. De plus, Lilou apporte un petit peu une dimension féministe au film, et ce, il y a 25 ans. Bien qu'elle soit initialement introduite comme une figure vulnérable, presque enfantine, elle évolue rapidement en une guerrière déterminée, capable de sauver l'humanité. Ils le disent, l'être parfait suprême est une femme, donc on doit se faire une raison. Et sa relation entre Corben et elle dépasse les clichés romantiques classiques, mettant en avant la confiance mutuelle et le respect plutôt qu'une dynamique de domination masculine. Bien au contraire, c'est elle qui domine, avec son « jamais sans ma permission ». Oh, ok, t'as raison, j'ai eu tort, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû t'embrasser. Ok, mais... C'est Norakta Gama. Vient ensuite un autre de mes chouchous, qui divise pourtant beaucoup. Ruby Rhod, l'exubérance incarnée, interprétée par Chris Tucker. Il est un condensé d'énergie, de bonne humeur, d'excentricité et d'audace visuelle. Initialement pensé pour Prince, qui a décliné le rôle en raison de costumes jugés trop osés, le personnage a pris une autre dimension avec Tucker. S'inspirant de figures comme Michael Jackson ou Lenny Kravitz, Ruby incarne une fluidité de genre et une exubérance rarement vue dans un film de science-fiction, surtout pour le grand public. Son style vestimentaire, conçu évidemment par Jean-Paul Gaultier, renforce cette flamboyance, mêlant provocation et glamour. Et surtout, une chose qui m'avait déjà marqué à l'époque, c'est que ce personnage, visuellement ou en apparence gay, est pourtant le plus gros queutard du film. Il se tape plein de nanas. Ruby Rhod est donc aussi une figure presque militante de par son ambiguïté et son refus des conventions, symbolisant une liberté totale d'expression et une remise en question des normes de masculinité. Car là où Corben Dallas, le gros mec viril, pleure sur sa femme qu'il a quittée, lui, il en boit du bois. Sa performance contrastée face à la sobriété de Bruce Willis crée un équilibre comique qui dynamise le film. Et clairement, depuis toujours, sans l'expliquer, ce personnage me casse de rire. Je l'adore, Chris Tucker est complètement barré. Alors dis-moi quand t'es nerveux leur service. Et l'acteur a même admis plus tard qu'au début il était pas très chaud et qu'il voulait quelques modifs dans son rôle, mais qu'au final il est content qu'on ne l'ait pas écouté. Enfin, rapidement, dernier mais pas des moindres, Ian Holm, acteur de renom connu pour sa versatilité qui apporte une touche d'humanité et d'humour discret dans le 5e élément. En incarnant Vito Cornelius, le prêtre, il parvient à équilibrer la gravité de sa mission avec des moments comiques parfaitement maîtrisés. Et voilà, votre prétendu pouvoir ne vous est plus d'aucune utilité. Holm, déjà respecté pour ses rôles dans Alien ou plus tard dans Le Seigneur des Anneaux, apporte à ce rôle une profondeur particulière. Sa performance se distingue par sa capacité à incarner à la fois un guide sage et un personnage dépassé par la situation, ce qui en fait une figure attachante et mémorable. Son alchimie à l'écran avec Bruce Willis et Mila Jovovich ajoute aussi une dimension dynamique au film, et ils se font parfaitement dans cet univers excentrique tout en restant crédibles. Il contribue à son équilibre entre le sérieux et l'absurde, ajoutant une touche d'élégance et de charme indéniable au film. Holm est donc un exemple parfait de la manière dont Luc Besson a su s'entourer d'acteurs de talent pour renforcer l'impact de son récit. Donc, au-delà de leur excentricité et de certaines faiblesses d'écriture ou de jeu selon les goûts, ces personnages reflètent des valeurs progressistes et des thèmes contemporains. Ruby Rhod, par exemple, incarne la fluidité de genre et l'acceptation des différences dans un futur utopique, tandis que Lilou représente une version féministe et militante où la femme parfaite n'est pas une simple muse mais un agent du changement actif. Et Zorg, avec son absurdité, sert aussi de critique des figures de pouvoir déconnectées et destructrices, qui est prêt à détruire son propre monde et donc sa vie pour faire de la thune. Vous êtes un monstre, Zorg. Je sais. En somme, les personnages du 5e élément ne se contentent pas de servir l'intrigue, ils incarnent des idées, des contradictions et des aspirations, offrant aux spectateurs une expérience riche et mémorable. Leur héritage va bien au-delà du simple film, influençant à la fois la science-fiction et la culture populaire.
Avec son budget record de 90 millions de $, le cinquième élément représentait une immense prise de risque pour Luc Besson et le cinéma européen. En 1997, le film a attiré près de 7,7 millions de spectateurs en France, devenant l'un des plus grands succès de l'année. Ce triomphe a confirmé l'attachement du public à l'ambition débridée de Besson. Cependant, l'accueil aux États-Unis a été plus nuancé. Avec 63,8 millions de $ au box-office, il a divisé un public habitué à des blockbusters plus conventionnels. Le ton excentrique, les personnages caricaturaux et l'univers visuellement extravagant ont déconcerté une partie des spectateurs. Néanmoins, les 263 millions de $ de recettes mondiales ont largement compensé ces réserves, plaçant le film comme un jalon de la science-fiction européenne. À sa sortie, le film a provoqué des réactions opposées. En France, il a été célébré comme un feu d'artifice visuel mêlant humour absurde et décors détaillés, alors qu'à l'inverse, aux États-Unis, les critiques étaient partagées. Certains, comme Roger Ebert, ont salué son audace, tandis que d'autres l'ont trouvé incohérent ou trop kitsch. Le mélange de comédie burlesque et de science-fiction futuriste a parfois dérouté, notamment dans un contexte dominé par des dystopies comme Blade Runner ou Terminator. Les divergences culturelles ont aussi pesé. L'humour européen et les personnages hauts en couleur, notamment Ruby Rhod, ont parfois décontenancé le public américain. Pourtant, même les détracteurs ont reconnu l'innovation technique, les costumes signés Jean-Paul Gaultier ou l'impact visuel du film. Puis, avec le temps, le cinquième élément a transcendé ses premières critiques mitigées pour devenir un classique. Rediffusion, vente vidéo et influence sur de nombreuses œuvres ont offert au film une seconde vie. Ses personnages marquants, son esthétique flamboyante et son mélange unique des genres en ont fait une source d'inspiration durable dans des domaines variés, de la mode jusqu'aux jeux vidéo. Aujourd'hui, il figure régulièrement dans les tops des meilleurs films de science-fiction et reste un modèle d'originalité. Ce qui était autrefois vu comme des excès stylistiques est désormais célébré comme sa plus grande force. Une fresque audacieuse et décomplexée qui refuse de se plier au code habituel du genre. Car, dans le fond, c'est tous ces petits trucs kitsch ou ridicules individuellement qui font la richesse de cet univers une fois réunis et qui y apportent énormément de cohérence. Bonjour. On va essayer. Ce qui faisait l'objet des critiques à l'époque, son ton volontairement exagéré et ses choix esthétiques osés, est précisément ce qui le rend unique aujourd'hui. Le cinquième élément est une ode à l'originalité et au spectacle débridé. Plutôt que de chercher à rivaliser avec les dystopies sombres, il offre une vision joyeuse, chaotique et colorée du futur. Ce mélange des genres, cet humour parfois absurde et cette volonté de bousculer les conventions ont finalement permis au film de transcender son époque. Et c'est cette capacité à oser, à mélanger comédie, science-fiction, romance et action dans une fresque visuellement audacieuse qui explique pourquoi le cinquième élément est devenu bien plus qu'un film aujourd'hui. Une œuvre culte, indémodable et profondément aimée. Le cinquième élément s'est donc imposé comme un véritable ovni dans le paysage cinématographique des années 90. Alors que la science-fiction de l'époque oscillait entre visions dystopiques et fresques épiques sérieuses, comme Star Wars, Luc Besson a pris le pari audacieux d'offrir une œuvre décomplexée, à la fois pop et exubérante. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'était naze! Besson a conçu un film accessible à tous, mais singulier, capable de séduire aussi bien les amateurs du genre que les spectateurs en quête d'un divertissement original. Ancré dans les années 90, ce ton léger et excentrique a particulièrement touché une génération de jeunes adultes et d'adolescents, en cassant les codes stricts des récits de science-fiction traditionnels tout en conservant un message universel et profondément humain. Et dans le fond, je pense vraiment que ce film est vraiment culte pour les gens qui justement l'ont vu jeune à sa sortie, donc qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans. Qu'en pensez-vous? Dites-moi votre âge et celui auquel vous avez découvert cette pépite. Sinon, plus qu'un simple exploit technique, le cinquième élément a incarné une étape décisive pour le cinéma européen. À une époque où les productions françaises étaient souvent associées à des drames intimistes ou des comédies populaires, ce film a prouvé qu'un réalisateur français pouvait rivaliser avec les géants hollywoodiens, sans renier son identité artistique. Vous voulez pas la jouer soft? Je suis pas contrariant, vous voulez la jouer hard? On va la jouer hard. Ce succès a donc montré que l'ambition commerciale pouvait coexister avec une vision artistique forte, devenant ainsi un symbole pour le cinéma français et européen, inspirant de nombreux créateurs rêvant de projets à grande échelle. J'en ai déjà parlé, mais l'univers visuel du film puise dans de multiples inspirations. Les bandes dessinées franco-belges ont marqué les décors futuristes et l'approche esthétique. Par ailleurs, des influences d'animés japonais se retrouvent dans les scènes frénétiques, ainsi que les dialogues décalés. Ce patchwork culturel, orchestré par Luc Besson, donne au film une originalité intemporelle qui conserve sa fraîcheur encore aujourd'hui. Et plusieurs éléments clés expliquent pourquoi le cinquième élément continue de captiver. Tout d'abord, son esthétique inoubliable, les costumes excentriques de Jean-Paul Gaultier, les designs futuristes des vaisseaux, ainsi que ses personnages mémorables et
l'humour décalé, Ruby Rhod, excentrique et hilarant, contrastant avec le duo atypique Lilou Corben qui mêle gravité et légèreté. Et enfin, et je dirais presque surtout, sa vision optimiste de la science-fiction. Le cinquième élément offre un futur chaotique mais coloré et joyeux, où l'amour et l'humour priment sur la destruction. Lilou? Oui. Mais elle est plus vulnérable qu'elle n'en a l'air. C'est de vous qu'elle a besoin. Le personnage de Lilou, évidemment, incarne l'une des clés du succès du film. Elle mélange vulnérabilité et puissance dépassant les stéréotypes habituels des héroïnes de science-fiction. À la fois étrangère et humaine, avec son langage inventé, ses costumes audacieux et son rôle central dans l'histoire, qui en ont fait une figure incontournable de la pop culture. Lilou Dallas Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, multipass, c'est ce que c'est qu'un multipass. Lilou Dallas, ma femme, nous sommes jeunes mariés. Aujourd'hui, le cinquième élément reste une référence majeure, que ce soit dans la mode, le design ou même, comme je l'ai dit, les jeux vidéo. Les costumes de Gauthier et l'univers visuel continuent d'inspirer les créateurs, tandis que certaines scènes, comme la performance de la diva Plava Laguna, sont devenues emblématiques. En défiant les conventions tout en restant profondément divertissant, le cinquième élément a donc su transcender ses imperfections pour devenir une œuvre culte. C'est un film qui respire la créativité et la joie de vivre, et qui trouve une véritable résonance chez ses spectateurs. Au cœur du cinquième élément, Luc Besson développe une vision optimiste de l'humanité. Le thème central, la lutte entre le bien et le mal, est abordé avec une légèreté qui contraste avec les récits dystopiques traditionnels. Lilou, en tant qu'incarnation de la vie, est à la fois fasciné et horrifié par les humains. Sa question existentielle, vaut-il la peine de les sauver malgré leurs défauts, ancre l'histoire dans une réflexion intemporelle. Finalement, ce n'est ni la technologie, ni la force brute, mais l'amour et l'espoir symbolisés par le lien entre Lilou et Corben qui permettent de triompher du mal. Ce message universel est renforcé par l'humour et le ton accessible du film, qui refuse de sombrer dans le cynisme, même en explorant les défauts de l'humanité. En gros, un beau message d'humanisme. La mythologie du film, quant à elle, repose sur les 4 éléments classiques: terre, air, feu et eau. Mais Luc Besson modernise cette idée en ajoutant un cinquième élément, l'amour. Oui, oui, l'amour, oui, c'est ça, c'est un très bon exemple, oui. Cette force supérieure incarne la clé de l'équilibre et transcende les conflits, conférant au récit une dimension presque spirituelle. Cet équilibre, nécessaire pour contrer le chaos, incarné par le mal absolu, souligne une quête d'harmonie universelle autant au niveau cosmique qu'humain. Et la langue divine de Lilou, dont j'ai rapidement parlé, est inventée par Luc Besson et développée par Mila Jovovich, qui parlait déjà plusieurs langues à l'époque. Que dit-elle? Je ne sais pas. Va au-delà du simple effet stylistique. Avec ses 400 mots originaux, cette langue fictive reflète l'idée que la communication transcende les barrières linguistiques et culturelles, et même temporelles. Elle renforce également le caractère cosmopolite et futuriste du film. Cet élément, certes anecdotique en apparence, enrichit l'univers et confère une authenticité supplémentaire au personnage de Lilou. Le film illustre aussi une harmonie entre tradition et modernité dans sa conception visuelle. Les costumes incarnent un savoir-faire minutieux et artisanal, tandis que l'utilisation pionnière des CGI pour les scènes spatiales ancre le film dans une approche avant-gardiste. Ce mélange hybride entre effets pratiques et numériques donne au film une esthétique singulière, qui a su résister à l'épreuve du temps. Mais sous ses airs de comédie pop et d'action futuriste, le cinquième élément propose également une critique implicite de la société moderne. On a par exemple une très vive mais pourtant discrète critique du futur potentiel, dans lequel les humains vivent dans des clapiers minuscules seulement pour aller bosser et enrichir les plus riches, sans pour autant avoir la moindre importance pour les puissants. Nous pourrions faire ça discrètement en licenciant dans les petites entreprises comme les compagnies de taxi par exemple. Licencier 1 million. Et toutefois avec une technologie et une organisation des appartements très efficaces pour combler les moindres besoins avec efficacité pour ne pas perdre la moindre minute. Donc un monde où il faut que tout aille vite et fonctionne parfaitement, même si il continue d'utiliser des allumettes dans ce futur. Et les costumes et décors traduisent aussi ça. D'un côté le peuple ou les employés avec des uniformes et vêtements fonctionnels, et de l'autre les riches et puissants qui sont plus dans le style que le pratique. D'où ce côté très kitsch, car il faut surtout être vu. De plus, le film suggère un état policier dystopique. Les policiers, suréquipés, corrompus et tout-puissants rappellent une société gouvernée par des institutions absurdes. On a aussi la société de consommation exacerbée, avec les publicités omniprésentes et les excès culturels, notamment symbolisés par Ruby Rhod qui dépeigne un monde où le superficiel prime. Par exemple, quand il continue son émission, alors que tout part en sucette, en vrai, quel journaliste, influenceur, streamer, etc. ne ferait pas pareil et continuerait de filmer même si le monde partait en flammes autour de lui. Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Et enfin, les figures d'autorité inutiles, du président aux généraux inefficaces. Besson moque l'incompétence des élites, contrebalancée par l'héroïsme ordinaire de Corben Dallas. Ce que je trouve personnellement très drôle concernant le président du monde, c'est effectivement son inutilité. Il assiste aux événements uniquement via l'émission de Ruby, comme n'importe quel auditeur, et il n'est pas différent dans ces événements. Et en plus, il va même faire péter le champagne bien trop tôt. Donc, une histoire qui se déroule indépendamment des puissants, et même de Zorg. Elles ne sont pas là. Enfin, ce film pourrait être vu comme l'apogée de la carrière de Luc Besson, avant une période plus controversée avec des œuvres comme Lucie ou Valérian. J'ai personnellement apprécié Valérian, mais j'ai détesté Lucie, et c'est même là que j'ai commencé à ne plus trop aimer le travail du réal. Et du coup, ça pourrait être un angle intéressant à explorer dans une future vidéo. Qu'est-ce qui a changé dans la vision de Besson après son chef-d'œuvre? Une question qui permettrait d'élargir la réflexion sur son évolution en tant que réalisateur. Ou, tout simplement, si vous le souhaitez, parler de tout ce qui ne va pas avec Lucie. À vous de me dire tout ça en commentaire. Depuis sa sortie, le 5e élément a laissé une trace indélébile dans la culture populaire. Ses costumes, notamment les tenues emblématiques créées par Jean-Paul Gaultier, sont devenus des classiques du cosplay. Les conventions et festivals comme les Comic-Con ou Japan Expo mettent régulièrement en avant ces personnages, soulignant leur intemporalité. Les références à son univers excentrique et coloré apparaissent fréquemment dans des séries animées, comme Futurama et Rick et Morty, ou dans des œuvres de science-fiction modernes, comme Thor Ragnarok, et même les jeux vidéo tels que Cyberpunk 2077 s'inspirent de son esthétique futuriste et de ses environnements surpeuplés et vivants. Ainsi, malgré des critiques initiales parfois divisées, le film a gagné en reconnaissance au fil des ans. Lors de son 20e anniversaire en 2017, il a par exemple été restauré en 4K et projeté au Festival de Cannes, un événement qui a souligné son statut de chef-d'œuvre intemporel. Et c'est aussi, j'ai oublié d'en parler, un film qui a quand même remporté 3 Césars, dont celui du meilleur réalisateur. Ces rétrospectives permettent de rappeler son influence tout en séduisant une nouvelle génération de spectateurs fascinés par son originalité. Le 5e élément représente donc le prime de la carrière de Besson. Un moment où il a su marier sa vision personnelle à une ambition internationale. Ce film témoigne de son talent à créer des univers immersifs et audacieux. Pourtant, ses productions suivantes, comme Valérian et La Cité des Mille Planètes, n'ont pas toujours rencontré le même succès critique ou public. Cela ouvre donc une réflexion intéressante. Besson a-t-il évolué dans sa vision artistique ou s'est-il éloigné de la recette qui a fait du 5e élément un film culte? Mais dans tous les cas, pour la génération qui a grandi avec ce film, le 5e élément est bien plus qu'une œuvre de science-fiction. Il est un symbole d'audace et de créativité, une preuve qu'un réalisateur français pouvait rivaliser avec Hollywood. Et ça, clairement, ça fait plaisir. Avec son budget de 90 millions de dollars, il a montré qu'un blockbuster européen pouvait être à la fois ambitieux, divertissant, visuellement unique et aussi pas trop mauvais. Son influence dépasse aussi le cinéma, comme je l'ai dit. Il inspire des jeunes créateurs en leur rappelant que les rêves, même les plus fous, peuvent devenir réalité. Le film reste une référence pour tout réalisateur français désiré de s'imposer sur la scène internationale, enfin je pense. Et en conclusion, le 5e élément est donc bien plus qu'un film, c'est une célébration de l'imaginaire et de l'audace. Il a su mélanger des genres, repousser les frontières esthétiques et marquer une génération entière de par son énergie pop et son humanité. Et pour moi, ce film semble représenter un tournant personnel, un rappel des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux du cinéma. De plus, en tant que spectateur, ce film peut aussi, parfois, être une fenêtre sur une époque plus légère et optimiste de la science-fiction. Et en tant que créateur, c'est une inspiration, une preuve qu'un univers complexe et vibrant peut naître de l'audace d'un jeune réalisateur qui ose rêver grand. Donc ce mélange unique de nostalgie et de modernité explique pourquoi le 5e élément continue de captiver et de rassembler les spectateurs, un monument générationnel qui, à bien des égards, est toujours en avance sur son temps. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo pour découvrir ou redécouvrir ce qui fait du 5e élément un monument culte de la SF complètement barré. Et pourquoi ce film est aussi important pour le passionné que je suis. Cette vidéo était un peu longue et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce, aux commentaires et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!